Bonjour à toutes et à tous. Un premier mot pour commencer pour nos invités anglophones. Hello everybody. If you want to follow the conversation in English, I invite you to choose the English channel on the bottom of your screen by clicking on the button that looks like a globe. Thanks a lot. Je m'appelle Clara Laborie, je suis doctorante à l'université Grenoble-Alpes et j'ai la chance aujourd'hui d'animer cet événement. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui et nous vous remercions vivement pour votre présence et pour votre intérêt pour le doctorat en France et tout particulièrement à l'université Grenoble-Alpes. Avant tout, quelques consignes. Afin que tout se déroule dans les meilleures conditions, je vous remercie de laisser les micros et les vidéos désactivés. Vous pouvez en revanche poser vos questions en français ou en anglais par l'intermédiaire du chat et nous nous chargerons de les récolter et de poser les questions pour vous. Il y aura 2 séquences, une table ronde qui évoquera le doctorat en général avec le témoignage de doctorants et un axe international important, puisque je le rappelle, 48% d'entre vous sont internationaux, d'après nos statistiques d'inscription à cet événement. Et vous aurez donc, je pense, un intérêt tout particulier pour cet aspect. Enfin, vous pourrez ensuite rejoindre une des écoles doctorales thématiques et échanger avec la direction et des doctorants. À l'université Grenoble-Alpes, le doctorat est porté par le collège doctoral et c'est donc Pierre Lemonde, son directeur, à mes côtés, qui va ouvrir ce forum. Bonjour Pierre. Bonjour Clara. Alors Pierre, tu es le directeur du collège doctoral, directeur de recherche au CNRS, un organisme de recherche national, et à ce titre, tu effectues tes recherches en physique quantique au sein de l'Institut Néel. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce qu'est le collège doctoral ? Merci Clara. Oui. Le collège doctoral, donc tu l'as dit, c'est la composante de l'université Grenoble-Alpes qui est en charge de la politique doctorale de l'établissement. Et à ce titre, elle fédère les 13 écoles doctorales du site. Chaque doctorant est inscrit dans une des 13 écoles doctorales selon sa thématique scientifique. Et vous aurez d'ailleurs l'opportunité de les rencontrer plus tard au cours de l'événement. Que représente le doctorat au sein de l'université Grenoble-Alpes ? Le doctorat à l'UGA, c'est environ 3000 doctorants et doctorantes, dont à peu près 50% sont internationaux. Et ces doctorants et doctorantes font au quotidien de la recherche dans les laboratoires de l'université Grenoble-Alpes et à ce titre participent fortement au rayonnement scientifique de l'université. C'est notamment cette qualité scientifique qui permet à l'UGA de figurer très haut dans les classements nationaux et internationaux. Faire un doctorat à l'UGA, c'est bénéficier du plus haut niveau de diplôme. Le doctorat français est reconnu partout dans le monde et un doctorat à l'UGA ouvre la porte à des carrières dans le monde académique, dans le monde de l'entreprise et au niveau international. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux étudiantes et étudiants qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, j'aimerais simplement leur dire qu'il y a une grande différence entre les études au niveau licence et master et le doctorat. Le doctorat, c'est une expérience professionnelle et s'il y a une grande diversité de façons de faire son doctorat, le point commun que vous allez découvrir est que tous les doctorants font de la recherche. Et en cette période de grandes transitions, que ce soit des transitions écologiques, des transitions sociales, des enjeux majeurs sont devant nous. Le changement climatique, les problèmes sanitaires, les problèmes de démocratie et de sa représentation, les questions économiques, le droit international. Et pour répondre à tous ces enjeux, vous voyez que toutes les disciplines académiques vont devoir progresser et nous avons besoin collectivement de recherche. Et pour ce faire, nous avons besoin de doctorants, nous avons besoin de vous, et donc je vous invite à rejoindre l'UGA pour y faire un doctorat. Alors je vais rendre maintenant la parole à Clara, qui est doctorante à l'UGA, donc à l'école doctorale sciences de gestion. Elle enseigne à l'école d'ingénieurs Grenoble INP Felma, qui est une des écoles d'ingénieurs de l'UGA, et effectue sa recherche au Centre d'études et de recherche appliquée à la gestion. Elle sera bientôt docteur, car elle soutient sa thèse d'ici une semaine. Et je préciserai aussi qu'elle a été lauréate en 2022
du concours au niveau de l'Académie de Grenoble de vulgarisation scientifique, ma thèse en 180 secondes. Donc félicitations encore pour ça. Et merci surtout d'accepter d'animer cet événement. C'est avec un grand plaisir et merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Je te libère et récupère ton micro par la même occasion. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons pouvoir débuter la table ronde panorama du doctorat. Alors, l'objectif, c'est d'expliquer ce qu'est un doctorat et surtout pourquoi et comment faire un doctorat. Et vous allez vite vous en rendre compte, c'est assez différent des études que vous avez eu l'occasion de réaliser jusqu'à présent. Et pour cela, j'ai à mes côtés 4 intervenants que je vous propose de vous présenter. À ma gauche, Fabrice Emerio, bonjour. Bonjour. Fabrice, tu es donc directeur adjoint du collège doctoral, en charge également de la scolarité en sciences, technologies, santé, donc STS, et professeur des universités, enseignant à Grenoble IMP, NC-Cube, et chercheur au laboratoire 3SR. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots l'objet de tes recherches ? Alors, mon domaine de spécialité, mon domaine de recherche, c'est d'une façon générale le génie civil. Et plus spécifiquement, je m'intéresse à tous les problèmes d'interaction entre les ouvrages du génie civil et le sol, donc ce que l'on appelle communément la géotechnique, donc appliqué à des ouvrages aussi divers et variés que des voies ferrées, des tunnels, des grands ouvrages de production d'énergie, les barrages, les éoliennes, etc. Merci beaucoup. À ta gauche, Destin Zengiba, bonjour. Bonjour. Destin, tu es gabonais, doctorant en 3e année à l'école doctorale Sciences de la Terre, de l'Environnement et des Planètes, STEP, et tu effectues tes recherches au sein du laboratoire de l'Institut des Sciences de la Terre. Peux-tu nous préciser en 2 mots ton parcours académique et l'objet de tes recherches actuelles au sein du laboratoire ? Merci Clara pour la question. Du coup, comme tu l'as si bien précisé, je suis gabonais. Donc, je suis né au Gabon et j'ai fait mes études primaires et secondaires. Après mon baccalauréat, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire en option mathématiques physiques. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur de géophysique à Strasbourg, à l'issue de laquelle j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et un master de recherche. Et j'ai décidé de faire un doctorat après ça. Et en 2 mots, mon domaine de recherche, c'est la géophysique qui consiste à explorer le sous-sol. Et dans ma thèse, je m'intéresse particulièrement à l'utilisation d'une nouvelle technologie basée sur l'utilisation de fibres optiques pour explorer du coup le sous-sol. Et il faut rappeler que grâce à cette thèse, tu étais en finale du concours Ma thèse en 180 secondes en 2023. C'est bien ça. À ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Luca Varotto. Bonjour. Bonjour. Lucas, tu es doctorant italien en 3e année à l'école doctorale ingénierie, matériaux, mécanique, environnement, énergétique, procédés, production, voilà. Donc ED IMEP 2, et tu effectues tes recherches au sein du laboratoire sciences et ingénierie des matériaux et procédés, donc le CIMAP. Peux-tu nous préciser également ton parcours académique et l'objet actuel de tes recherches ? Super, merci Clara pour cette présentation. Donc je suis Luca Varotto, je suis né au Brésil, je suis italien mais je suis né au Brésil. Donc j'ai commencé mes études en sciences et ingénierie de matériaux à l'université fédérale de São Carlos au Brésil en tant qu'en diplôme d'ingénieur. Et j'étais sélectionné pour venir en France et continuer mes études en tant qu'étudiant en double diplôme en ingénierie de matériaux. Donc en 2021, j'ai fini mes 2 diplômes et du coup, je continuais direct dans une thèse CIFRE en partenariat avec une entreprise. Et mon projet de recherche consiste d'étudier et de comprendre les relations des microstructures et propriétés du alliage métallique pour l'application de l'entreprise. Donc, c'est de comprendre comment la micro-échelle du matériau influencie sur les propriétés du matériau. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Et puis, on termine avec Agata Urbanovic. Bonjour. Bonjour. Agata, tu es polonaise, docteure de l'école doctorale Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire, donc l'EDSHPT, en co-tutelle avec l'Université de Swansea. Tu as effectué et tu continues à effectuer tes recherches au sein du laboratoire interuniversitaire de psychologie, personnalité, cognition, changement social. Peux-tu nous préciser également ton parcours académique et quel est l'objet de tes recherches actuelles ? Bien sûr. Donc je suis polonaise. Je suis arrivée en France après mon bac en Pologne. Donc je commençais mes études à Montpellier en médecine. Ensuite, je me suis réorientée en psychologie.
Je continuais à Montpellier pendant 4 années de mes études en neuropsychologie. Ensuite, j'ai fait ma dernière année d'études à Toulouse, donc c'était en master recherche. Ensuite, je candidatais pour de différentes thèses et je commençais ma thèse à Grenoble sur le sujet du burn-out parental. Donc, c'est une thèse que je fais en co-tutelle avec l'Université des Swansea au Pays de Galles. Et je continue mes recherches sur ce sujet du burn-out parental, mais également plus largement aujourd'hui sur le burn-out professionnel. Et il est important de préciser, Agatha, que tu as été lauréate du prix de thèse Innovation 2023, qui récompense un travail de thèse exceptionnel, impliquant en plus une démarche ou un projet de valorisation de la recherche. Oui. Bien, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi faire une thèse? Et pour commencer, je vais me tourner vers Fabrice pour les premières questions. Pour d'abord commencer par expliquer ce que c'est qu'une thèse, combien de temps ça dure, et puis qu'est-ce qu'un doctorant finalement? Alors, plusieurs éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse? D'une façon générale, c'est donc un diplôme universitaire. C'est le plus haut diplôme universitaire français, comme on peut le trouver également dans tous les autres pays du monde. C'est un diplôme qui se caractérise par la production de connaissances par un doctorant et qui se traduit par une formation à la recherche et une formation par la recherche, en même temps que, comme l'a précisé Pierre Lemonde, c'est une première expérience professionnelle. Voilà. Donc c'est effectivement ce triptyque-là, formation à la recherche, par la recherche et pratique ou expérience professionnelle qui est important. Ça dure combien de temps en général? Alors, ça dépend du statut du doctorant. On va peut-être en discuter tout à l'heure plus précisément, mais une thèse peut se faire à temps plein, et donc à ce moment-là, la durée attendue, c'est environ 3 ans. Elle peut se faire aussi à temps partiel, et là, on peut être sur des durées de 6 ans en particulier. Et concernant le statut particulier du doctorant, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, c'est un statut qui relève effectivement de la complexité du travail de thèse, c'est-à-dire à la fois c'est un étudiant puisqu'il va au bout de son expérience, il va pouvoir avoir un diplôme, mais c'est aussi quelqu'un qui va être la majeure partie du temps qui va être considéré comme salarié étant donné qu'il a un contrat, un financement pour pouvoir faire ses recherches. Donc on a le double statut, étudiant et en général salarié. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Alors j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous doivent se demander, mais finalement, pourquoi faire une thèse et qu'est-ce que ça m'apporte? Donc je vous propose d'écouter le témoignage de nos doctorants. Pourquoi faire une thèse, Lucas? Pourquoi as-tu choisi de faire une thèse et qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors, j'ai choisi de faire une thèse à partir du moment où je me suis rendu compte que j'aimais étudier, donc j'aimais aller plus au but des choses, de certains sujets qui m'intéressaient. Donc, j'étais toujours une personne curieuse, une personne qui allait un peu plus loin sur des exercices de certaines thématiques. Donc moi, quand j'ai identifié cette caractéristique à moi, j'ai décidé de peut-être faire continuer ma formation en tant que doctorant. Ça, c'est quelque chose qui vient en accord avec mon profil. Donc c'est pour ça que en premier, j'ai décidé de faire une thèse. Donc voilà. Et si on se projette dans l'après, qu'est-ce qu'on fait finalement avec une thèse? Alors peut-être que Agatha, tu es la mieux placée pour témoigner à ce sujet. Je pense que cela dépend beaucoup du domaine. Il y a plein d'opportunités. Pour ma part, je continue la recherche et l'enseignement, mais je sais que je peux aussi facilement m'orienter vers le milieu privé ou l'exercice clinique, puisque je suis également psychologue clinicienne. Et si on parle un peu plus en détail des motivations qui poussent un doctorant à faire une thèse, est-ce que, Destin, tu pourrais témoigner des raisons qui, personnellement, t'ont poussé dans ce parcours? Du coup, personnellement, je dirais que le fait de faire une thèse a été motivé par le fait d'être en adéquation avec un projet professionnel que je mûris depuis mes premières années universitaires, qui consiste à faire de la recherche et développement en entreprise. Donc ça a plus été motivé par ça, et aussi par mes stages de fin d'études en laboratoire et en entreprise, qui ont du coup bien peaufiné un peu le tout. Donc c'est ça la motivation principale du coup de faire une thèse.
Et du coup, quand on est un élève ingénieur et qu'on est diplômé d'une école ingénieure et qu'on a des potentialités, des possibilités d'embauche qui sont assez variées, pour quelles raisons justement se lancer dans un doctorat? Alors je dirais pour rentrer dans plus de détails au niveau de la recherche spécifiquement, parce que à l'issue de l'école d'ingénieur, je me disais je pouvais faire plus, faire plus de recherche, peaufiner justement cet aspect-là pour pouvoir mieux m'en sortir quand je ferai ma recherche en entreprise. Donc c'était plus ce type de motivation. Après effectivement, il y a la possibilité de travailler directement, mais après pour continuer en doctorat, du coup, il faut avoir cet aspect de pousser un peu plus loin au niveau de la recherche. Et du coup, Fabrice, si on pouvait résumer un petit peu, quelles sont les grandes opportunités qui s'offrent à un doctorant après sa thèse? Alors, les grandes opportunités, elles sont un petit peu à l'image de ce que l'on a vu déjà avec les doctorants et docteurs qui sont ici. On a une très, très grande variété de débouchés professionnels. Le premier, effectivement, qui nous a été mentionné, c'est celui de continuer dans une carrière de recherche académique, donc avec une association entre recherche et enseignement ou purement recherche dans des structures comme par exemple le CNRS, l'INSERM, etc. en France. Mais ce n'est pas le seul débouché. Effectivement, de plus en plus, on a des structures privées, alors des entreprises qui vont embaucher des docteurs pour leurs activités de recherche et développement, d'innovation même au sens large, pour la production d'innovation ou de recherche, mais aussi pour leur gestion. La formation qui est reçue, ou les compétences que le doctorant peut développer pendant ces 3 ans lui permet d'aborder toutes ces thématiques-là, depuis effectivement la continuation d'activités de recherche pure jusqu'à la gestion de projets de recherche ou d'innovation dans des structures diverses et variées. On a aussi le débouché à l'international, où là, on peut avoir effectivement à l'international, le diplôme de doctorat est quand même le diplôme le plus reconnu, et c'est la meilleure carte de visite pour pouvoir trouver une embauche, quelle qu'elle soit, un contrat, quel qu'il soit, à l'international. Et tout particulièrement en SHS, quand on souhaite faire une thèse dans ce grand domaine et qu'on est déjà salarié, mais finalement, pourquoi faire une thèse? Qu'est-ce que cela peut apporter? Ça permet d'une part d'apporter, le diplôme permettra par sa production et par les compétences développées d'accélérer l'évolution professionnelle de la personne au sein de son entreprise ou de sa structure ou dans une autre. C'est aussi une autre vision, un recul par rapport aux activités qui peut être de ce fait développée, une prise de hauteur par rapport à ces activités. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, je pense que vous l'aurez compris, être doctorant, c'est avoir un peu une double casquette, à la fois être un chercheur salarié, lorsqu'on a la chance d'avoir un financement, mais c'est en même temps rester aussi étudiant et donc poursuivre sa formation. Et il faut savoir que dans le cadre du doctorat, il y a 120 heures de formation qui sont obligatoires dans un cycle doctoral classique, et on verra qu'en thèse cifre, c'est un petit peu particulier. Fabrice, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur ces éléments de formation obligatoires dans le cadre du doctorat? Alors, ce sont des éléments de formation qui sont obligatoires, mais comme ça a été dit, complémentaires à la formation d'une façon générale que le doctorant peut suivre pendant son travail de thèse en lui-même. Donc, on est plus sur de l'accompagnement, des formations qui vont accompagner dans différents secteurs. Essentiellement, on va pouvoir identifier 3 grands domaines. Des formations plutôt techniques, plutôt scientifiques et techniques, aller découvrir de nouveaux domaines, aller approfondir des connaissances dans un domaine particulier. Des formations transversales qui vont pouvoir être depuis des formations en langue, à la rédaction de documents divers et variés. Et puis également des formations plus à vocation de professionnelle, ou en tout cas de découverte ou d'élaboration de son projet professionnel, qui vont accompagner le développement du projet professionnel. Donc en gros, on est sur ces 3 parties, ces 3 tiers à peu près identiques. Merci beaucoup. Pour illustrer justement, est-ce qu'un d'entre vous pourrait nous expliquer globalement le type de formation qu'il a pu suivre à titre d'exemple?
Oui, bien sûr. Donc, je poursuis de nombreuses formations. J'ai également fait un label, parce qu'il y a aussi des labels européens. Donc, pour ma part, je fais un label d'innovation, de projet d'entreprise. Donc, les labels sont des cycles de formation qui sont différents. Il y a par exemple des labels aussi qui sont plus orientés vers la recherche et l'enseignement. Donc, ça permet de suivre une formation longue, sur une année par exemple, être accompagné par des experts. Donc, c'était pour moi quelque chose de très enrichissant, même si c'était pas forcément lié avec le sujet de ma thèse. J'ai fait un label innovation. Mais j'ai fait aussi d'autres formations, donc par exemple la rédaction des articles scientifiques ou comment enseigner, parce que déjà en doctorat on peut enseigner, on a cette possibilité-là. Oui, il y avait aussi une formation plus technique en statistique, différents logiciels, des traitements de données statistiques. Oui, ce sont des formations qui me viennent à l'esprit. Et pour compléter, peut-être, Lucas, en tant que finalement diplômé d'école d'ingénieur, à quel type de formation vers quel type de formation tu t'es tourné? D'accord. Donc là, il faut préciser que l'UGA offre un catalogue de formations très large pour les étudiants en doctorat. Donc, vous auriez l'opportunité de faire beaucoup de formations différentes. Moi, j'étais intéressé pendant ma première année, deuxième année, sur différentes thématiques, une thématique plutôt technique, axée sur l'ingénierie et sciences des matériaux. Donc, je fais des formations plus axées à ma formation pour agrandir mes connaissances. Mais j'étais aussi intéressé à faire des formations plutôt axées sur l'éthique de la recherche, qui maintenant c'est obligatoire pour le diplôme de doctorat. Je fais aussi des formations que donne une introduction sur la défense intellectuelle, par exemple. C'était super intéressant, enrichissant pour un doctorant. Et aussi, il y a la qualité d'enregistrement des données, la qualité des données. Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des acquisitions et traitements des données. Donc, comment faire d'une façon plus qualitative, d'une façon plus de meilleure qualité les traitements des données. Donc, c'était un peu plus ça, c'est mes intérêts pour mes formations. Merci beaucoup pour ce témoignage, Lucas. Alors, avant qu'on ne passe à la séquence suivante, je vous propose de prendre une ou deux questions. La première qui s'affiche devant nous, puisqu'un doctorant a un statut salarié, est-ce qu'il cotise également pour sa retraite et pour les diverses allocations, chômage, etc. Peut-être Fabrice ? La réponse est simple, oui. Eh bien, la question suivante, est-ce que quelqu'un qui fait un doctorat professionnel peut enseigner, comme on a parlé à Agatha à l'instant, à l'université ? Alors, je ne sais pas ce que l'on appelle doctorat professionnel. Peut-être doctorat en TESIF. Doctorat, voilà, en TESIF, ou en tout cas en interaction forte avec l'entreprise. Bien oui, tout à fait. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut même mentionner que il est même positif, je dirais, d'avoir un background non seulement recherche mais aussi entreprise pour enseigner dans certaines formations de l'université. C'est particulièrement apprécié. Bien, je vous remercie pour tous ces éléments. Je vous propose de passer à la seconde séquence, comment on postule et comment se déroule concrètement un doctorat. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que pour prétendre entrer en doctorat, il faut un ensemble de prérequis et le premier d'entre eux, et sans doute le plus important, c'est d'être diplômé d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur. Mais alors attention, pour les diplômes internationaux, eh bien, il est nécessaire de passer devant une commission en fait qui va définir si ce diplôme bénéficie d'une équivalence nous permettant de rentrer dans le doctorat. Peut-être que Fabrice, tu pourrais nous donner quelques éléments de contexte ? Oui, alors effectivement, ce n'est pas c'est pas comment dire, l'université Grenoble-Alpes qui a décidé ça. C'est une décision qui relève du cadre général national fixé pour le doctorat. Effectivement, le diplôme d'entrée, c'est le diplôme de master ou équivalent français, donc un diplôme d'ingénieur. Mais on a également la possibilité, avec un diplôme étranger, de pouvoir postuler à l'entrée en première année. D'une façon générale, ce qui est demandé dans les dossiers pour pouvoir juger de la
la pertinence ou de l'équivalence du diplôme, c'est l'intitulé, une liste de cours, une liste de notes, un relevé de notes. Et puis, comme le doctorat est une activité de recherche, eh bien, il faut aussi pouvoir démontrer dans ses études antérieures, notamment en master, que l'on a déjà une première expérience de la recherche. C'est notamment au travers des stages ou de la thèse de master que cela peut se faire. Ce sont ces éléments essentiels que l'on regarde, que l'on apprécie pour pouvoir donner une équivalence ou une dispense de diplôme français. Et donc, une fois qu'on a alors cette équivalence, ou qu'en tout cas on a les prérequis pour débuter son doctorat, je propose d'aborder un sujet certainement très attendu par un grand nombre d'entre vous. Comment on trouve concrètement un sujet de thèse et souvent ce qui est nécessaire pour l'accompagner, un financement. Fabrice, peut-être, est-ce que tu peux nous donner quelques différences de pratique entre les SHS et les STS sur ce sujet ? Je ne sais pas s'il faut catégoriser SHS, STS. Je pense que d'une façon générale, on a de multiples voies pour trouver un sujet et trouver un financement. Ça peut passer de la réponse à un appel à candidature, donc notamment au niveau par exemple au niveau de l'UGA, au niveau de chacune des écoles doctorales, il y a un certain nombre de financements tous les ans qui sont accordés. Et donc là, on est sur un concours où on va juger retenir les meilleurs candidats, à la fois en termes de formation, en termes de sujet, en termes d'accompagnement, enfin d'encadrement de thèse. Donc ça, c'est une première voie où là on est plus sur une réponse à un appel à candidature. Après, on peut avoir un sujet de thèse que l'on va développer avec un de ses enseignants. Le plus naturel, c'est dans son université d'origine de trouver un enseignant-chercheur qui va pouvoir répondre à votre besoin en termes de sujet de thèse et le développer, le proposer avec lui. Voilà. Donc on peut soit être d'un côté répondre à un sujet en particulier, soit développer son propre sujet. Et je pense que on n'a pas forcément à faire la distinction entre SHS et STS. L'ensemble du panel se retrouve dans toutes les écoles doctorales, dans tous les domaines scientifiques. Et merci du coup pour cette précision. Peut-être, Destin, que tu peux illustrer ce qui vient d'être dit. Comment, dans ton cas de figure, tu as pu trouver ton sujet de thèse? Comment ça s'est passé? Globalement, dans mon cas, c'était une réponse à une appel d'offres. Donc, c'était via le réseau de l'école d'ingénieurs et plus généralement de l'université de Strasbourg. Et du coup, on a reçu l'offre de thèse. J'ai demandé à mes encadrants globalement ce qu'ils pensaient du sujet parce que moi, j'étais déjà très intéressé. Et ensuite, j'ai naturellement postulé. Et ça a pris environ 2 mois entre le moment où je postule et que ça se concrétise globalement. Donc, il y a eu un panel d'entretien à passer, l'envoi des relevés de notes, et après, tout s'est passé naturellement. Donc, je précise, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je postule au sujet de thèse pendant la période Covid. Donc, c'est en 2020. Donc, j'ai connu ça également. Effectivement. Donc, le processus s'est relativement bien passé et globalement, c'était OK. Donc effectivement, si on peut résumer, lorsque vous faites cette démarche de vouloir rentrer en doctorat, il y a globalement 2 principales voies que vous pouvez emprunter. La première, c'est effectivement, comme l'a dit Fabrice, dans l'université dans laquelle on se trouve, de rentrer en contact avec un enseignant-chercheur qui est habilité à diriger des recherches et qui va pouvoir discuter avec vous d'un éventuel sujet. En général, c'est vraiment une relation qui vous permet d'aboutir à un sujet. Ou bien, vous pouvez, dans les universités et les écoles doctorales tout particulièrement qui vous intéressent, consulter en général leur site internet. En tout cas, à l'Université Grenoble-Alpes, vous en avez la possibilité, afin de voir quelles sont les offres qui sont disponibles. Et puis, il y a également les sites des laboratoires qui vous permettent d'avoir les offres en cours. Et puis, si on élargit un petit peu, au niveau du portail Campus France, vous avez des offres pour toute la France par discipline. Et puis également, si on regarde sur le panorama européen, grâce au portail Euraccess, vous avez également des offres qui peuvent être à l'étranger. Pour vous donner peut-être quelques éléments liés au financement qui accompagne le doctorat, à l'Université Grenoble-Alpes, nous avons 120 contrats doctoraux, 120 contrats qui sont liés à des appels à projets établissements et puis d'autres types de contrats qui se greffent à tout ça. Et on a à peu près 10% des thèses à l'UGA qui sont des thèses CIFRE.
Donc, je vous propose que l'on s'arrête quelques minutes sur ce format de thèse, car il présente un certain nombre d'avantages et il n'est pas toujours très bien connu. Donc, j'imagine que certains d'entre vous en entendent parler pour la première fois aujourd'hui. Et nous avons par ailleurs ici 2 représentants, Lucas et Destin. Pour vous donner quelques éléments, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui se fait entre un laboratoire d'une part, un laboratoire de recherche, et une entreprise ou une collectivité territoriale d'accueil. Et donc, le doctorant est recruté et bénéficie d'un CDD de 3 ans, voire parfois d'un CDI, avec un salaire minimal de 23 484 €. Mais dans les faits, en fait, seuls 10% des thèses CIFRE restent à ce niveau et en moyenne, on monte plutôt autour de 31 000 € à l'année et ça peut monter au-delà de 60 000 € dans certains domaines spécifiques. Donc, comme le doctorant, en fait, a déjà un pied dans l'entreprise, il y a un fort pourcentage d'embauche à la clé. Et à l'université Grenoble-Alpes, 90% des doctorants en thèse CIFRE trouvent un emploi, donc 6 mois après la thèse. Et donc, Lucas et Destin, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre expérience sur la thèse CIFRE, comment vous avez trouvé le sujet, l'entreprise et quelles ont été les démarches? Lucas, je te laisse commencer. D'accord. Moi, c'était un cas très particulier parce qu'en fait, depuis le début de mon stage de fin d'études, donc j'avais l'idée déjà de faire une thèse en lien avec l'industrie. Donc, je suis allé derrière voir comment je pourrais me candidater à ce type de thèse. Donc là, dans mon cas, je fais deux options. La première, c'est d'aller direct sur les sites des entreprises et chercher pour les opportunités de thèse. Donc, ça c'est une option. Mais aussi aller sur les sites de la ANRT. Donc là, ils postulent, ils diffusent les thèses CIFRE qui sont déjà acceptées. Ils vont dérouler d'ici 1 an. Mais dans mon cas particulier, donc je faisais des entretiens à côté, mais aussi j'ai négocié ma thèse avec l'entreprise dans laquelle je faisais mon stage. Donc je laissais bien clair que j'avais l'intérêt de faire une thèse en lien avec l'industrie. Donc les sujets de mon stage m'intéressaient, le sujet de l'équipe dans laquelle je travaillais m'intéressait. Donc j'avais une bonne relation avec mon encadrant de thèse, mon professeur à l'école d'ingé. Donc je fais un peu les milieux de terrain pour négocier une thèse. Et donc à la fin de tout, l'entreprise avait accepté les financements. Et mon encadrant aujourd'hui, mon prof, a accepté d'être mon encadrant. Et donc, on a fait un projet ensemble. Et donc, les financements étaient acceptés. Et c'était ça mon cas. Donc, voilà. Merci pour ce témoignage. J'en profite pour préciser que l'ANRT, dont tu as parlé, c'est l'Association nationale pour la recherche et la technologie. Donc, c'est une association de droit privé et c'est le réseau intersectionnel privé-public de la recherche française. Elle offre à ses membres, donc aux entreprises et collectivités qui cotisent, les meilleures conditions d'échange, de débat, de confrontation pour construire une vision stratégique commune, se doter d'une force d'action et globalement met en relation donc des doctorants avec des entreprises portant des projets et des questionnements dans tous les domaines que nous avons évoqués. Pour revenir aussi également sur un témoignage, donc Destin, en ce qui te concerne, est-ce que finalement le fait de trouver une thèse CIFRE, est-ce que ça a été facile? Et puis les éléments de formation dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça a été pour toi compliqué de jongler entre tes obligations vis-à-vis du laboratoire, les formations et en même temps travailler dans l'entreprise? Enfin, concrètement, comment ça se passe? D'accord. Du coup, moi, je suis dans un cas de figure qui est un peu plus simple que celui de Lucas, parce que l'offre de thèse était déjà affiliée à l'entreprise. Donc, il m'a juste suffi de postuler, d'avoir des entretiens avec l'entreprise et tout était OK. Par contre, les délais a posteriori de l'ANRT, ils ont quand même été un peu notables, genre quelques mois et plus. Donc, j'ai commencé le sujet de thèse vraiment en décalé. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et du coup, jongler entre l'entreprise et le laboratoire, c'est pas chose aisée, mais dans mon cadre, ça va, je suis arrivé à gérer ça bien. Donc, globalement, je suis principalement localisé au niveau du laboratoire de recherche, où je discute très souvent avec les autres chercheurs et scientifiques. Et quand je suis au niveau de l'entreprise, c'est plus pour des missions qui ont, du coup, dans le cadre de l'entreprise, en fait, globalement.
Donc, faut arriver à se faire un calendrier pour essayer de gérer les deux, mais globalement, ça se passe bien. Et je pense qu'il peut être intéressant aussi à préciser pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est que quel que soit le type de contrat qui encadre finalement votre doctorat, ce n'est pas pour autant que vous êtes vraiment orienté dans vos poursuites de carrière. Si vous faites une thèse CIFRE, c'est vrai que ça vous offre assez naturellement un pied dans l'entreprise, mais vous pouvez très bien devenir enseignant-chercheur. Et à l'inverse, si vous avez un contrat doctoral, donc directement financé par un laboratoire, c'est pas pour autant que le monde de l'entreprise vous est complètement fermé. Donc il faut vraiment se dire que ça oriente un petit peu les choses, mais que pour autant, les perspectives restent relativement ouvertes. Peut-être que Fabrice, tu peux compléter sur ces éléments. En fait, je voulais compléter sur la question des financements, parce que tu l'as dit tout à l'heure, environ 120 contrats doctoraux donnés par l'université, à peu près le même nombre en termes de financement propre à l'université, et puis 80 thèses CIF sur un ensemble de 800 doctorants qui tous les ans s'inscrivent en première année à l'université. Ça ne fait qu'une part pas négligeable, mais en tout cas une part relativement limitée. Ça, ces trois modes de financement qu'on vient d'évoquer, ça cache tout le champ des possibles également qui existe. Alors peut-être le plus évident, ça peut être pour les étudiants notamment internationaux qui peuvent venir faire une thèse en France, donc à Grenoble, avec un financement de leur pays, de leur pays, ou un financement national français, donc tels que ceux qui vont pouvoir être évoqués par la suite dans le deuxième temps. Mais on a aussi tous les financements que l'on peut trouver sur des contrats de recherche directement entre laboratoires, entreprises, ou des contrats ou des financements de recherche que le laboratoire a pu obtenir auprès de l'Europe ou auprès d'autres structures, qu'elles soient nationales ou internationales, de financement. Donc on a vraiment un panel de financement qui est très très large. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose, avant de passer à la séquence suivante, de voir les quelques questions qui nous ont été posées. Alors, en premier lieu, est-ce qu'il existe une limite d'âge pour faire une thèse ? A priori, non. Un petit peu en plaisantant tout à l'heure, je disais à Pierre Lemonde que, à l'issue de ma carrière d'enseignant-chercheur, peut-être que je m'inscrirai en thèse dans un domaine complètement différent. C'est possible. Voilà. Non, effectivement, il n'y a pas de limite d'âge pour s'inscrire. Si l'on travaille à temps complet, donc j'imagine soit dans une organisation publique, soit dans le secteur privé, est-ce qu'il est possible de faire une thèse en même temps ? Ce n'est pas impossible, mais à ce moment-là, il faut que le travail à temps complet dans sa structure d'origine, dans son entreprise d'origine, soit un petit peu modifié, que les missions qui sont remplies de la manière actuelle soient modifiées pour que ça puisse répondre à un objectif effectivement de développement de connaissances et qui puisse amener à une soutenance de thèse et donc à un diplôme de doctorat. Donc ce n'est pas impossible, mais il faut effectivement bien discuter avec la structure, avec sa hiérarchie, les ressources humaines, pour faire en sorte d'obtenir une partie de son temps de travail qui soit consacrée et reconnue, qui soit consacrée à la recherche. Et lorsque l'on est un étudiant étranger et que l'on souhaite venir faire une thèse, notamment à l'université Grenoble-Alpes, est-ce que les frais d'inscription sont différents ? Mais il me semble que non. On se fera préciser pour être vraiment certain de cet élément, voilà. mais en tout cas, nous vous mettrons dans le chat des éléments de précision si toutefois ça devait diverger. Ça dépend, j'allais dire, ça peut dépendre de la nature, enfin du pays d'origine. Oui, ok. Si c'est communautaire ou extra-communautaire en particulier. Entendu. Et enfin, dernière question, garde-t-on le statut étudiant pour le titre de séjour pour les étudiants qui sont en dehors de l'Union européenne ? La réponse complète, je ne suis pas sûr de pouvoir la donner. Il me semble que suivant le mode de financement,
on va effectivement pouvoir être reconnu par les services des préfectures comme étudiants, suivant le mode de financement, notamment en convention CIFRE par exemple. Là, on est plus considéré comme un salarié que comme un étudiant. Voilà. Donc les conditions d'obtention et les procédures peuvent être différentes. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Merci également à Destin et à Lucas pour vos témoignages précieux. Je vais vous libérer pour accueillir 3 nouveaux intervenants, donc François Pradal, Camille Guilhuy et Manuel Venier, pour évoquer, entre autres, la mobilité internationale, l'éco-tutelle et l'accueil des publics internationaux. Et puis, Agatha va rester avec nous pour cette dernière séquence. Donc, le temps que nos invités s'installent, il faut rappeler que le doctorat est le plus haut niveau de diplôme universitaire en France et dans le monde, et qu'il est reconnu à l'international mieux que les autres. Le doctorat, et en particulier le doctorat français, c'est un passeport pour l'international pour tous ceux qui souhaitent tenter cette aventure. Mais ici, nous allons aborder 2 aspects des types de mobilité qui sont possibles dans le cadre d'une thèse et dans le cadre de la thèse en co-tutelle. Donc cette 3e séquence, comme vous l'aurez compris, va s'intéresser à l'international et au financement de ce type de mobilité et également à la co-tutelle. Donc je vous propose de présenter les 3 intervenants qui nous ont rejoints. Donc en premier lieu, à ma gauche, François Pradal, bonjour. Bonjour. François, vous êtes responsable du service recherche, programme et promotion au sein de Campus France. Et donc, au fond, vous êtes en charge de rendre le doctorat plus attractif et d'assurer la promotion de la recherche. Absolument, oui, attirer tous les étudiants internationaux qui le souhaitent et qui sont d'excellents étudiants. Pour le doctorat, on ne prend que les excellents étudiants pour faire leur doctorat et faire des recherches en France pour tous les pays et toutes les universités. Juste à votre gauche, nous accueillons Camille Guilhuy, bonjour. Bonjour Clara. Camille, vous êtes en charge des co-tutelles au service des relations internationales du collège doctoral de l'UGA. Oui, tout à fait. Alors, je mets en place les co-tutelles de thèse dont on parlera après avec les universités stratégiques de l'UGA, mais également toutes les autres universités étrangères partenaires. Et on sera renouvellement partenaire. On sera ravis d'avoir des informations à ce niveau. Et puis à ma droite, donc qui nous a rejoint, Manuel Venier. Bonjour. Bonjour Clara. Vous êtes responsable du service international Student and Scholar Office, donc ISO. C'est ça, tout à fait. Que je vous présenterai un peu plus tard. Eh bien, avec plaisir. Et bien, je vous propose de débuter cette table ronde avec Campus France. Et donc, je me tourne naturellement vers François Pradal. Est-ce que vous pouvez nous indiquer en 2 mots ce qu'est Campus France et à quoi cela sert pour un étudiant? Alors, en 2 mots, Campus France a 2 principales missions. La première, c'est de promouvoir, de rendre attractif, d'informer les étudiants partout dans le monde sur les possibilités de faire des études et notamment un doctorat ou des recherches en France. Et pour ça, on a à disposition dans presque 150 pays des espaces Campus France, des ambassades. Et donc, on fait le lien entre ces postes à l'étranger et nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour faciliter justement le fait qu'ils puissent avoir les informations, pouvoir s'inscrire, connaître les conditions et arriver jusqu'à nous. Donc, je me mets à la place d'un étudiant mexicain, chinois ou américain ou allemand, même juste comme on a vu Brésil, Italie au Gabon. Donc, ils puissent avoir cette information pour savoir quel est le chemin, quelles sont les conditions et faciliter leur venue en France. La deuxième mission de Campus France, c'est de gérer les bourses qui nous sont confiées, soit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les boursiers du gouvernement français, mais également les boursiers des gouvernements étrangers, de façon à faciliter le versement de la bourse, mais également l'accueil, l'hébergement et voir des activités culturelles qui sont liées aussi aux principales missions des universités ici. Merci beaucoup. Et justement, j'aimerais revenir sur cette question des sujets, des financements. Comme ça nous a été dit, nous avons de très nombreux étudiants internationaux aujourd'hui et je me mets à leur place et ils doivent se dire je suis étranger, comment je fais pour trouver un sujet et un financement? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un exemple de démarche qui peut être faite par un étudiant pour qu'il puisse s'orienter et trouver un sujet? Alors c'est vrai qu'au niveau du doctorat, c'est de la haute couture. Par rapport à la licence et le master, c'est un peu du prêt-à-porter. Dans nos espaces Campus France savent justement quels sont les chemins. Pour un doctorat, il faut des tas de conditions. Je crois déjà avoir un réseau.
C'est-à-dire, on postule pas seul à un doctorat. On a un portail de la recherche, doctorat.campusfrance.org, qui donne des annonces. Mais ça suffit pas d'avoir repéré un sujet de thèse pour les sciences et techniques et santé. Ce qu'il faut, c'est avoir des professeurs qui nous recommandent. Et pas seulement des lettres de recommandation, mais qui prennent la tâche de leurs confrères, de leurs collègues en France, qui connaissent les coopérations existantes. Donc, il y a tout un cheminement déjà pour trouver son directeur de thèse. Et puis après, c'est la bataille des financements. Soit vous faites partie des 120 qui bénéficient du contrat doctoral proposé par l'Université Grenoble-Alpes, soit il faut trouver un assemblage qui forme un contrat doctoral de façon à pouvoir faire ce montage, et on y reviendra par la suite. Mais donc d'abord trouver le bon sujet, répondre à un sujet, ou dans le cas des sciences humaines et sociales, faire une proposition de sujet. Et regardez bien sur thèse.fr si ce sujet n'a pas déjà été traité, ou alors s'il a été traité différemment, thèse, antithèse, synthèse. Et donc c'est toute cette démarche qui est une démarche à la fois de connaître, d'avoir les bons contacts, d'avoir les bonnes informations, de créer son réseau, et puis de petit à petit arriver à se former, à créer une démarche qui peut prendre du temps. Donc il faut y penser longtemps à l'avance, même avant d'avoir fini son master, parce que peut-être que la meilleure façon pour préparer son doctorat, c'est d'être en master dans l'université dans laquelle on veut faire son doctorat, ce qui est peut-être la méthode la plus simple. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors c'est vrai qu'on comprend qu'il y a la possibilité de trouver diverses sources de financement en France, mais également à l'international. Et puis il existe aussi ce qu'on appelle les thèses en co-tutelle. Et donc je vais donner la parole à Camille sur ce sujet afin de nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une co-tutelle et puis comment ça marche concrètement. Alors concrètement, la thèse en co-tutelle, c'est un double diplôme de niveau doctoral. On va faire sa thèse dans 2 universités, une université française et une université étrangère. Sinon, c'est ce qui s'appelle la codirection, qu'on peut faire entre 2 universités françaises. Et donc, on est rattaché à 2 universités. On a minimum 2 encadrants. Ça peut être plus. Donc, chacun rattaché à une université. Le doctorant en co-tutelle est rattaché administrativement aux 2 universités, ce qui veut dire qu'il doit s'inscrire chaque année tout au long de sa thèse. Alors, on fera en sorte d'avoir des frais d'inscription alternés pour éviter une double facturation. On va alléger les formations. Quand on est en co-tutelle, on n'aura pas réalisé 120 heures de formation classique. Le fait de passer du temps à l'étranger va valider automatiquement, par exemple, 60 heures de formation. Et les formations réalisées dans une université ou l'autre seront reconnues par l'autre établissement. Peut-être ce qu'on pourrait aussi préciser, c'est concrètement, quand on a un contrat de co-tutelle, ça oriente déjà énormément de choses. Quasiment tout est prévu à l'avance dans ce qui est fait de part et d'autre. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ce qu'on prévoit d'ores et déjà dès le contrat de départ? Alors dans le contrat de co-tutelle, la convention, on va définir les périodes de mobilité qui sont très importantes. Justement, pour justifier du double diplôme, il faut passer 1/3 du temps total de sa thèse dans l'université partenaire ou dans l'université en France. Donc pour une thèse de 3 ans, ça équivaut à 12 mois. Ensuite, il y aura un seul manuscrit et une soutenance unique. Et les modalités de soutenance seront définies également dans l'accord de co-tutelle. On peut revenir dessus, on peut choisir en début de thèse de soutenir à l'Université Grenoble-Alpes et se rendre compte à la fin de la thèse qu'on préférait soutenir au Pays de Galles, par exemple. Eh bien justement, ça nous fait une excellente transition pour Agatha, puisque nous pouvons peut-être le rappeler, donc tu es docteur, tu as donc passé ta soutenance et tu es diplômée depuis juillet 2022, et j'en profite pour te féliciter. Mais donc tu as fait ta thèse en co-tutelle entre l'Université Grenoble-Alpes d'une part et l'Université de Swansea au Pays de Galles, donc au Royaume-Uni. Est-ce que tu peux nous faire part de ton témoignage? Comment cela s'est passé justement pour l'inscription, enfin toutes les modalités un petit peu logistiques qu'on peut imaginer? D'accord. Oui, donc c'était une thèse en co-tutelle. Donc je commençais ma thèse à UGA et j'étais censée de passer la deuxième moitié de ma thèse au Pays de Galles, à Swansea. Donc c'était le plan initial qui était modifié à cause de la situation sanitaire dans le monde entier. Donc les universités ont fermé. Donc aussi bien ici en France que là-bas. Là-bas, les universités étaient fermées pendant un peu plus longtemps. Donc en fait, on a dû modifier notre plan, aussi également modifier certaines études qu'on avait prévues.
Donc finalement, je suis pas allée à Swansea pendant 1 an et demi comme c'était prévu à la base. Je suis allée pour des conférences, pour rencontrer aussi mes directeurs de thèse avec qui j'étais tout le temps en contact. On avait des réunions. J'avais 4 directeurs de thèse, donc 2 directeurs ici en France et puis 2 autres à Swansea. On avait des réunions tous les mois, donc j'étais bien dirigée par les 4 directeurs de thèse. Mais finalement, l'ensemble de mes études étaient menées en France sur la population française. Au début, on a voulu diviser vraiment le recueil des données dans ces 2 pays pour recueillir les données également là-bas. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Et donc, malgré ce contexte, qu'est-ce que la co-tutelle t'a apporté? Puisque, on le rappelle, donc tu es polonaise et tu as réalisé ta thèse en co-tutelle dans 2 autres pays. Donc, finalement, cette mixité culturelle, qu'est-ce que ça t'a apporté et de quoi peux-tu témoigner, en tout cas aujourd'hui, auprès de ceux qui, peut-être, se disent je viens d'un pays et je peux en plus faire ma co-tutelle dans 2 autres pays différents. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'était une expérience très riche. Je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir des directeurs de thèse extraordinaires. Donc, j'ai pu bénéficier de leur expérience, de leur connaissance, et être vraiment guidée par les experts ici, les experts français, mais aussi gallois. Malheureusement, j'ai pas pu vraiment être là-bas sur place. Je pense que ça aurait été une expérience également encore plus enrichissante. Mais rien que d'être en contact avec eux, de connaître aussi les réalités du monde académique là-bas, de prévoir nos études là-bas, ça m'a permis aussi de rédiger ma thèse en anglais entièrement, puisque mes 2 directeurs de thèse de Swansea n'étaient pas francophones. Donc je pense que c'était aussi cette richesse au niveau linguistique de pouvoir faire ma thèse en anglais, de la soutenir en anglais. Merci pour et également le double diplôme. Et oui, d'avoir le double diplôme. Et justement, si on revient un petit peu sur le parcours que tu as eu et sur la manière dont tu t'es inscrite et dont ça s'est déroulé pendant 3 ans, est-ce qu'il y a éventuellement des points de vigilance que tu aimerais souligner, des erreurs à ne pas commettre et que tu pourrais éventuellement conseiller à de futurs doctorants qui auraient la chance d'avoir une thèse en co-tutelle? Je pense que tout au début, ça m'a pris un peu de temps de comprendre le système plus administratif des inscriptions dans des écoles doctorales. Mais par la suite, j'étais très bien accompagnée, donc je n'ai pas eu de difficultés majeures à ce niveau administratif des inscriptions. Comme on a évoqué avant, le contrat de co-tutelle prévoit quelle année, dans quel établissement je m'inscris. Donc c'est vrai que même si j'étais pas physiquement à Swansea, je m'inscrivais aussi chaque année administrativement là-bas, et puis également ici à Grenoble. Et puis une année sur l'autre, les frais étaient exonérés du coup dans l'un des universités. D'accord, merci beaucoup pour tous ces éléments. Eh bien Camille, je vais revenir vers toi pour peut-être donner quelques conseils aux étudiants qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans une co-tutelle, 2 universités, 2 inscriptions. On imagine que c'est aussi administrativement un peu plus lourd. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais, peut-être notamment en termes de timing, pour ces inscriptions, dans la mesure où nous sommes déjà en novembre, pour ceux qui seraient intéressés pour l'année prochaine? Tout à fait. Alors, le plus tôt, le mieux. Moi, ça m'arrange. Parce en termes de chiffres, on a actuellement 280 co-tutelles à l'UGA actives. Et on négocie à peu près entre 80 et 100 nouveaux accords chaque année. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. La négociation de la convention de co-tutelle peut prendre entre 3 et 12 mois. Ce qui fait qu'on accepte les dossiers en première année jusqu'en début de 2e année. Donc, dès le master, si vous avez un projet, venez nous poser des questions, on vous expliquera comment ça fonctionne, parce qu'il y a des phases d'admission en thèse dans les 2 établissements. C'est doublement la galère, entre guillemets, de manière administrative. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Et s'il y a un partenariat préexistant, c'est encore mieux. Une bonne communication entre les équipes de recherche, on adore. Et en termes de construction de projet, alors comme je vais revenir sur la mobilité qui est de 12 mois,
On accepte qu'elle ne soit pas faite de manière consécutive, mais on encourage à passer 12 mois d'affilée dans une même université pour faciliter la recherche de logement, l'épanouissement professionnel et personnel. Voilà. C'est un petit point de vigilance à avoir, je trouve. Mais justement, puisque tu parles de mobilité sortante depuis la France vers l'international, c'est vrai que l'international est vraiment intrinsèquement lié au diplôme du doctorat et la mobilité est fortement, voire très fortement, favorisée et incitée. Il existe des financements offerts au niveau de l'Université Grenoble-Alpes, au niveau des écoles doctorales, des laboratoires. Est-ce que du coup, tu pourrais nous en dire quelques mots Alors, il n'y a pas de financement propre à la co-tutelle. Il y en a qui se développent de plus en plus pour la codirection et la co-tutelle, mais pas propre à la co-tutelle. Donc, par exemple, pour un doctorant entrant qui serait rattaché à une université en Allemagne et qui viendrait passer une mobilité de 12 mois en France, on va demander à ce qu'il y ait un financement sur les 12 mois. Donc, il peut y avoir des bourses de mobilité, les bourses Eiffel, des programmes comme le programme Vinci, des partenariats avec l'université franco-italienne. Toutes ces choses existent. Et il y a aussi des financements propres aux universités et des cofinancements avec des partenariats stratégiques de l'UGA. Bon, je vais en nommer quelques-uns. Il y a l'université de Swansea, l'université de Tsukuba, il y en a plein. et la liste serait difficilement serait difficile de la donner de manière exhaustive, j'imagine. Et puis on peut aussi citer un type de financement dont j'ai eu la chance de bénéficier l'année dernière. C'est les appels à projets d'aide à la mobilité internationale sortante. Dans mon cas de figure, je n'étais pas doctorante en co-tutelle, mais via un contrat doctoral classique. Mais je souhaitais avoir cette mobilité à l'international. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir postuler sur un projet d'aide à la mobilité qui m'a permis de partir pendant 3 mois à l'université de San Antonio au Texas et donc de bénéficier vraiment d'une inclusion au sein de l'école doctorale, du laboratoire, de participer à des séminaires, d'échanger avec des chercheurs, mais tout ça pendant une courte durée de 3 mois, tout en restant attaché à l'université Grenoble-Alpes, mais en ayant la chance d'avoir mon déplacement et le logement sur place qui soit pris en charge par l'université, ce qui n'aurait très clairement pas pu être financé par moi-même, surtout aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se dire si toutefois on n'a pas la chance d'avoir une co-tutelle, ce n'est pas pour autant que la mobilité n'est pas possible. Il existe de très nombreux canaux de financement pour la mobilité internationale. Donc si on veut faire une thèse classique et avoir uniquement un séjour, c'est tout à fait possible et cela peut se faire principalement au cours de la 2e et de la 3e année, mais vraiment en accord et en discussion avec le directeur de thèse qui souvent a des collègues et des partenariats à l'étranger. Je profite peut-être avant de passer tout spécifiquement à Manuel, de regarder si on a quelques questions du public. Et je vois que nous en avons. Donc, comment est déterminé le paiement des frais d'inscription entre les 2 universités ? Donc, une partie de la réponse a déjà été un petit peu donnée par Camille, mais est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un élément un peu plus précis ? Alors, ça va dépendre. La co-tutelle, c'est du sur-mesure, de la haute couture aussi. Et ça va dépendre des partenariats. Par exemple, avec les universités canadiennes, les paiements des frais d'inscription sont basés sur la mobilité. Donc, vous êtes présent 3 semestres, vous payez 3 semestres. Et donc, on va se baser sur ce calendrier. Et nous, à l'UGA, on pourra vous exonérer pour les périodes où vous serez au Canada. On demande à ce que les frais d'inscription à l'UGA soient payés au moins une année au cours de la thèse. Et s'ils ne sont pas payés à l'UGA, ça veut dire qu'ils doivent être payés dans l'université partenaire. Mais il y a des possibilités d'exonération. Après, on a le cas avec des universités comme aux États-Unis ou au Japon, où les frais d'inscription ne sont pas du tout les mêmes montants. Donc, il peut y avoir des accords spécifiques pour que les doctorants dont leur université d'origine est la France et l'UGA ne paierait qu'à l'UGA, et inversement, dont les doctorants qui viendraient du Japon ne paieraient leurs frais d'inscription qu'au Japon. Mais c'est vraiment des cas particuliers et du sur-mesure. D'accord, merci beaucoup. Autre question, comment est déterminée l'université dans laquelle on doit faire les 120 heures de formation ou pas, du coup, si dans l'autre université, le niveau de formation, enfin le nombre d'heures de formation est différent, quel type d'accord en général il se trouve entre les 2 universités ? Alors là, pareil, ça va dépendre des universités.
En France, on demande 120 heures de formation, mais la co-tutelle permet d'en faire moins automatiquement. Et ensuite, si toutes vos formations ont été réalisées dans les universités partenaires, on peut les accepter. On les accepte généralement. Et par contre, dans d'autres universités, ça fonctionne sous forme de crédit. Donc là, il faut trouver des équivalences crédits heures de formation, mais souvent, c'est assez allégé au niveau de l'université Grenoble-Alpes. Ok. Je crois avoir répondu. Oui, je crois. Tout à fait. Une question en particulier, peut-être pour François. Au niveau de Campus France, finalement, quelles sont les aides possibles en matière de co-tutelle et idem pour la mobilité sortante des doctorats? Est-ce qu'il y a des aides qui peuvent être délivrées par Campus France? Alors Campus France ne donne pas d'aide. Campus France s'occupe des aides qui sont apportées par les ambassades de France à l'étranger. Il faut savoir que les co-tutelles de thèse, c'est vraiment la priorité dans les ambassades. Quand ils ont peu de bourses, en général, s'il y a des bourses, c'est pour les co-tutelles de thèse qui financent la mobilité, les transports, les per diem, en tout cas des indemnités de séjour, et facilite l'exonération, en tout cas des frais d'inscription dans l'université partenaire. Donc c'est en général la priorité. Quand les postes ont très peu de moyens, en général, ils les mettent sur les co-tutelles de thèse qui sont vraiment sanctuarisées au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour la mobilité sortante, il y a peu d'aides. Je parle des étudiants français qui iraient à l'étranger. Il y a assez peu d'aides du ministère. Il y a toutes les aides de l'Europe. Hein. Il y a, disons, via Erasmus, dans le contexte européen, là, il est possible d'avoir des aides, mais qui passent pas par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a des aides pour les stagiaires FLE en français langue étrangère, pour les boursiers arabisants. Donc ça, c'est quelques programmes que nous gérons. Mais autrement, l'essentiel, il est quand même dans l'attractivité, c'est-à-dire dans comment aider les étudiants internationaux à venir en France et à pouvoir avoir les meilleures conditions de séjour possibles pour étudier en co-tutelle de thèse. Merci beaucoup pour ces éléments. Et puis, nous avons une dernière question. Est-il possible de partir à l'étranger avec une thèse CIFRE? Alors, ce cas de figure-là, à moins que quelqu'un souhaite peut-être prendre la parole sur ce sujet, j'ai un de mes collègues qui, en thèse CIFRE, effectivement, avait le souhait de partir à l'étranger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une thèse CIFRE, c'est un accord tripartite. C'est-à-dire que vous avez, comme on le disait tout à l'heure, l'université d'une part, le laboratoire de recherche, d'autre part l'entreprise privée ou la collectivité territoriale, et puis le doctorant. Si le doctorant souhaite partir à l'étranger et que son laboratoire est d'accord, eh bien il faut également, dans ce cas de figure, que l'entreprise soit d'accord pour une mobilité. Si c'est une entreprise internationale, ça peut être dans une de ses filiales à l'étranger, mais encore une fois, il faudra l'accord de l'entreprise. Donc ça complexifie un petit peu les choses et ça impose que la période pendant laquelle vous partez, l'entreprise est OK avec le fait que vous n'allez pas être présente sur site. Donc ça demande peut-être de vraiment aborder ce point-là en amont lors de la réflexion autour du projet doctoral ou entrer dans les premiers mois du doctorat si c'est vraiment un souhait que vous avez. Tout à fait. J'en profite pour dire qu'il y a des thèses CIFRE en co-tutelle. Et là, ça devient technique. Devient très, très technique. Avec plusieurs entreprises, une à l'étranger, une en France. Non, en général, quand même, une seule entreprise. Une seule entreprise. Oh, c'est pas si complexe que ça. C'est presque dommage. Bon, merci beaucoup pour ces éléments. Et je vous propose maintenant, Manuel, je rappelle depuis tout à l'heure, effectivement, que vous êtes donc responsable du service International Student and Scholar Office, donc l'ISO. Quel est le rôle de votre structure au sein de l'UGA? Alors donc, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, le doctorat c'est un environnement international avec près d'un doctorant sur deux qui est donc de nationalité étrangère et les publics de nationalité étrangère sont confrontés à deux défis. Alors le premier qui est partagé par tout le monde, c'est de trouver un sujet de thèse, un financement, de réussir son inscription et puis de préparer son travail de doctorat. Et le second, qui est plus propre aux internationaux, c'est aussi de réussir son installation, son arrivée, et puis aussi de se familiariser et de comprendre les clés d'un environnement qui peut être différent, donc d'un contexte qui est différent de son pays d'origine. Et donc, face à ces défis-là, l'Université Grenoble-Alpes, qui est engagée depuis de longues dates pour soutenir les internationaux, a mis en place un service d'accueil et d'accompagnement dédié vraiment aux internationaux. Et donc ce service, c'est l'International Student and Scholars Office, qu'on appelle plus communément par son acronyme ISO. Et donc ISO, quelles sont ses missions? Donc ISO a pour objectif d'informer, d'accompagner et d'accueillir tous les publics internationaux, donc qu'ils soient étudiants, doctorants, chercheurs, mais également leurs familles accompagnantes. Donc s'ils viennent accompagner de leur époux ou de leurs enfants, on peut aussi accompagner administrativement ses conjoints ou enfants. Et puis on va donc essayer de les accompagner, de les assister dans la préparation de leur arrivée, dans leur installation, et puis de répondre à leurs questions tout au long du séjour, sur tous les aspects administratifs. Donc on ne va pas faire à la place de la personne, mais le but, nous, c'est d'informer, d'expliquer les choses, d'orienter vers les bons interlocuteurs
pour faire en sorte que toutes ces démarches se passent le mieux possible. Comment on va faire ça ? Notre premier support, c'est un site internet dédié au public international, donc le portail international de l'Université Grenoble-Alpes, sur lequel tous les étudiants peuvent trouver donc, de nombreuses informations pratiques pour la préparation de leur séjour et tout au long de leur séjour, sur des démarches administratives, donc que ce soit sur la recherche de logement, l'affiliation à l'assurance maladie française, par exemple, comment fonctionne le système de santé français, comment consulter un médecin, les différents dispositifs d'aide et d'accompagnement aussi dont ils peuvent bénéficier à l'université. Et puis après, quand ils sont sur place et s'ils ne trouvent pas l'information sur ce portail, on a aussi des services d'accueil. Et donc les doctorants internationaux peuvent venir nous voir tout au long de l'année, que ce soit à Grenoble ou à Valence, puisqu'il y a aussi une antenne, un campus dans la ville de Valence qui est proche à 1h30 de Grenoble. Et donc on est installé dans un tout nouveau bâtiment qui s'appelle le bâtiment Muse, qui regroupe la plupart des services dédiés aux étudiants, avec par exemple le centre de santé, les services pour l'entrepreneuriat, également les services des sports, services accueil handicap également. Et donc AISO est intégré dans cette galaxie de services à destination des étudiants et des doctorants. Donc on pourra vous accueillir si jamais vous venez doctorants internationaux tout au long de l'année. Et tout ça, pourquoi in fine, c'est que pour permettre aux doctorants internationaux de ne pas perdre de temps dans ces démarches administratives, puisqu'on a déjà vu passer des situations de doctorants qui ont perdu du temps et aussi de l'énergie, beaucoup parce qu'ils ont laissé traîner, ils étaient un peu mal préparés à certaines démarches et qui peuvent parfois en France prendre du temps. Ça peut être un des chocs culturels, faire face à l'administration française, même si tout n'est pas aussi catastrophique que parfois l'image peut donner de la France. Qu'on peut avoir de l'extérieur. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte de réduire ce temps-là, de mieux les préparer pour se consacrer pleinement à l'objectif principal du séjour, qui est évidemment de faire de la recherche, mais aussi de profiter de l'environnement aussi à Grenoble, de profiter de son expérience du doctorat, puisqu'on l'a peut-être moins évoqué, mais à Grenoble, on est dans un environnement exceptionnel, avec des massifs montagneux proches, avec beaucoup de stations de ski, énormément de chemins de randonnée, donc des activités de plein air. Un grand campus à l'américaine. Exactement, un grand campus qui est assez unique en France, et puis aussi une ville dynamique avec beaucoup de structures, des musées dont la plupart sont gratuits, par exemple. Donc il y a beaucoup à faire aussi pendant le doctorat, que ce soit pour la recherche ou à côté, et on essaye de faciliter en tout cas cette intégration. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, très concrètement, imaginons que je sois un étudiant étranger, je suis passée par le portail Campus France, je suis arrivée jusqu'à l'UGA et j'ai la chance d'avoir mon doctorat mon inscription en doctorat qui a été acceptée. Avec quelle temporalité on doit ou il est préférable de contacter votre service ? Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent pour que justement ils ne perdent pas trop de temps et qu'ils ne s'y prennent pas trop tard ? Alors évidemment, le premier conseil, c'est de le faire en amont de l'arrivée, ne pas attendre qu'on soit déjà arrivé, donc de se préparer bien en amont. Comme je l'ai dit, le premier réflexe, c'est d'aller vraiment consulter notre portail, puisqu'il y a déjà beaucoup d'informations à destination des publics internationaux, qui en complément d'ailleurs du portail du Campus France aussi, qui présente aussi de nombreuses informations pratiques pour l'installation. En général, il faut quand même commencer à chercher, notamment c'est le logement qui arrive en premier, pas trop en amont, mais 2 mois avant. C'est l'idéal. Après, ça dépend de la période à laquelle les personnes vont arriver. En septembre, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, on a tous les étudiants qui cherchent aussi en même temps un logement. Le reste de l'année, c'est quand même plus simple et des fois, en 2-3 semaines, on peut trouver un logement, même si c'est à distance. Et puis après, le reste, c'est bien de se renseigner et d'avoir un peu conscience de ce qui va se passer avant de venir. Mais la plupart des démarches sont faites dans les premières semaines de l'arrivée. Et là, ils peuvent nous contacter dès qu'ils le souhaitent. D'accord. Et concrètement, pour les étudiants qui vraiment ne maîtrisent que l'anglais, ne maîtrisent pas du tout le français, l'interface avec ces différentes démarches, comment ça se passe au niveau de votre service ? Est-ce qu'il y a de l'aide à la traduction ? Concrètement, de quelle manière vous permettez de faire cet intermédiaire ? Alors, toutes nos équipes parlent anglais et français, donc ça, ils seront accueillis sans aucun problème, même d'autres langues pour certains, mais bon, c'est pas à minima en tout cas français et anglais. On a le portail international qui est traduit aussi entièrement en anglais. Et après, alors évidemment, il y a certaines démarches qui sont gérées par d'autres administrations qui ne sont pas dépendantes de l'université et qui ne sont pas forcément traduites effectivement en anglais. Donc c'est pour ça que nous, on va essayer d'expliquer au maximum tout le processus, toute la démarche à entreprendre, pour qu'après il n'y ait plus qu'une question de traduction. Il y a des outils de traduction maintenant qui sont utilisés par tout le monde sur son téléphone, qui sont facilement accessibles, mais au moins si on a fait déjà ce premier travail d'expliquer le pourquoi, les étapes, les différentes étapes du process, après quand c'est qu'une question de vocabulaire, ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple pour eux.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour ces différents éléments. Je regarde juste si nous avons éventuellement des questions de la part des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Pas de questions. Eh ben, écoutez, ça veut dire que vous avez tous été particulièrement clairs. Donc, félicitations à vous tous et merci encore une fois pour votre présence. Donc, cette séquence prend fin. Merci beaucoup à notre invité, François Pradal de Campus France et à nos doctorants et docteurs. Donc, Destin, Lucas, Agatha, ici présente. Et puis, merci également à Camille et à Fabrice du collège doctoral de l'UGA. Et puis, enfin, merci à Manuel pour sa présence. Merci également à vous tous, étudiants en ligne. S'il vous reste des questions qui arrivent un petit peu après coup, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque le collège doctoral y répondra même a posteriori. L'adresse qui est indiquée l'adresse à laquelle vous pouvez aussi écrire vos questions auprès du collège doctoral est indiquée directement dans le chat. Alors, comme je vous l'ai expliqué en tout début de séquence, ne partez pas puisque nous vous proposons maintenant d'aller à la rencontre de l'une de nos 13 écoles doctorales thématiques et vous les voyez s'afficher à l'écran.